C'est une petite île au large de la Guyane. Un gros rocher que l'on appelle le Grand Connétable. Cette île est survolée en permanence par des as du vol à voile, sans doute les meilleurs planeurs au monde. Dans la famille frégate, les plus jeunes se reconnaissent à leur tête blanche. Les femelles n'ont que la poitrine de blanc. Quant aux mâles, ils sont entièrement noirs, à l'exception d'une petite zone déplumée sous le bec, qu'ils gonflent comme un ballon de baudruche lorsqu'ils cherchent à se reproduire. Départ de la marina de Dégrade-des-Cannes pour Antoine et Alain. La mer est belle, dans 1 heure et demie, ils atteindront l'île du Grand Connétable. Chaque année, au mois de mars, ils débroussaillent une plateforme d'environ 3500 mètres carrés. L'île est une réserve naturelle. Alain en est le garde, Antoine le conservateur. Cette plateforme date de l'époque où l'île était exploitée pour son guano. Elle sera bientôt envahie par des milliers d'oiseaux. Pour l'instant, les frégates sont seules sur l'île. Et pour certaines d'entre elles, le temps des amours a commencé. Chez les frégates, ce sont les mâles qui commencent à construire le nid. Entre eux, la compétition est rude et l'emplacement choisi doit être défendu à chaque instant. Une fois installés sur leur nid, les mâles gonflent leur énorme poche pour attirer une partenaire. Cette femelle semble avoir été convaincue par les arguments du mâle. Une parade énergique, un emplacement du nid bien choisi, un peu en hauteur, d'où il sera facile de s'envoler. De leur union, un seul oisillon verra le jour. La fin du mois de mars marque le début de la grande saison des pluies. Elle voit aussi l'apparition des premières mouettes. Curieusement, aucune d'elles ne se pose sur l'île. Jour après jour, elles sont plus nombreuses et sont bientôt rejointes par des milliers de sternes. Les oiseaux marins ont l'immensité de l'océan pour chercher leur nourriture. Mais trouver des endroits où se reproduire est de plus en plus difficile. Il reste très peu d'îles non habitées par l'homme. Donc effectivement, les oiseaux marins ont perdu énormément d'espace. Des colonies ont disparu, d'autres sont très affaiblies. Et globalement, l'état de santé des populations d'oiseaux marins est assez préoccupant. Il faut attendre les derniers jours d'avril pour que tous ces oiseaux se décident enfin à investir l'île. Il y a là les sternes royales et leur bec rouge, les sternes de Cayenne, plus petites et un bec jaune-orangé, les naudis bruns, proches parents des sternes, et les mouettes atriciles. Tous ces oiseaux sont arrivés en tenue de parade. Chez les sternes,
Qu'elle soit royale ou de Cayenne, la calotte noire n'apparaît que pour la reproduction. Idem pour les mouettes dont les plumes noires de la tête disparaîtront bientôt. Tout comme les colorations du bec. Contrairement aux frégates, la plupart des oiseaux marins sont fidèles à leurs partenaires et se retrouvent chaque année. Contrairement aux frégates également, chez toutes ces espèces, il est impossible de distinguer les mâles des femelles. Seuls les comportements sont parfois différents. Pour montrer qu'elles acceptent les avances de leur mâle, les femelles des mouettes prennent l'attitude d'un poussin qui réclame sa nourriture. Ce don de nourriture est très souvent suivi d'un accouplement. Chez les frégates, on est loin de l'excitation du mois de mars. Depuis un mois, mâles et femelles se relaient pour couver leurs œufs. Aujourd'hui, Alain et Antoine ont des invités. Olivier Chastel est un spécialiste des oiseaux marins. Il a déjà fait plusieurs séjours sur l'île pour étudier les frégates. Il y a aussi Jean-Luc, un ornithologue venu apporter son aide à l'équipe de la réserve. Dans les mois qui viennent, leur principale activité sera le bagage des oiseaux. Cette méthode, qui est utilisée depuis plus d'un siècle, a permis d'énormes avancées dans la connaissance de ces animaux et de leurs déplacements. La première mouette de la saison a droit non seulement à sa bague, mais elle emportera avec elle ce GLS. Olivier utilise ces petits appareils depuis plusieurs années. Donc, on va lui mettre le GLS à cette patte-là. Ils lui ont permis de suivre jour après jour les déplacements d'une autre espèce de mouette qui niche sur une île en Norvège. Voilà, donc c'est là qu'il ne faut pas se louper. Contrairement au GPS, le GLS n'utilise pas les informations des satellites. Le GLS est posé. Ce sont des petits enregistreurs qui vont stocker les données de lumière une fois par jour. Et ça, l'intensité de la lumière permet de calculer l'heure de lever et de coucher du soleil. Et donc, ensuite, d'en déduire la latitude et la longitude où se trouve l'oiseau. Et après, on doit le récupérer, quoi. Ah oui. Si l'appareil est récupéré l'an prochain, les scientifiques sauront où et quand cet oiseau est allé pendant toute une année. Il y a quelques années, Olivier et ses collègues du CNRS s'étaient intéressés à la façon dont les frégates utilisaient l'espace marin autour de l'île. Ils les avaient équipés de balises Argos et avaient découvert un mode de déplacement tout à fait particulier. Tous les gens qui observaient des frégates ont été frappés par ces mouvements de frégates qui montent de façon graduelle dans le ciel. On s'est aperçu que les frégates pouvaient monter dans des altitudes très importantes, jusqu'à 2500 mètres. Et ça, c'est complètement original. Et la stratégie de la frégate, en fait, c'est d'utiliser des thermiques, donc des masses d'air chaude qui montent et qui sont communes sur la mer ici en Guyane, pour s'élever à moindre frais, sans dépenser d'énergie, atteindre des altitudes très importantes, qui leur permettent d'avoir une vue imprenable sur ce qui se passe, et de repérer un bateau de pêche à l'arrière duquel elles vont récupérer des poissons, ou un groupe de dauphins qui va pousser en surface des poissons. Il n'y a que sous les tropiques que ces masses d'air se forment toute l'année.
Et les frégates sont les seules à pouvoir en faire une utilisation systématique. Pour cela, elles ont des qualités physiques exceptionnelles. 2,30 m d'envergure pour seulement 1,5 kg. Ce rapport envergure-poids est de loin le plus élevé chez un oiseau. Et elles peuvent faire des centaines de kilomètres sans battre des ailes. Les frégates sont des championnes de l'économie d'énergie. Sur l'île, chacun a pris ses quartiers. Les mouettes nichent un peu partout, sur les rochers, dans les éboulis ou à l'abri de la végétation. Les naudis, eux, fréquentent les falaises et installent leurs nids dans de petites cavités. Sterne de Cayenne et Sterne Royal se réservent la plateforme. Ces oiseaux aiment nicher en grandes colonies pour limiter l'impact d'éventuels prédateurs. Cette plateforme est à peine plus grande qu'un demi-terrain de foot. Pourtant, c'est ici que viennent nicher la moitié des sternes royales des Caraïbes. Pour les sternes de Cayenne, c'est le tiers de la population mondiale qui se reproduit ici. Chaque année, c'est à partir de photos que sont estimés le nombre de couples nicheurs. Ces 20 dernières années, les effectifs ont explosé. Il faut savoir qu'on a commencé avec 300 couples de sternes de chaque espèce, donc au début de la création de la réserve, donc en 1992. Et on est rendu maintenant à environ 8000 couples pour la sterne de Cayenne et 1500 couples pour la sterne royale. Les oiseaux marins de la région n'ont pas beaucoup de choix pour se reproduire. Entre l'île de Fernando do Noronha et celle de Trinidad et Tobago, l'île du Grand Connétable est le seul site important sur les 3600 km de côte. Pour garantir l'avenir des oiseaux marins de cette vaste région, les agents de la réserve sont parfois contraints d'intervenir. À chaque mission, Alain observe ce massif de cactus. Les iguanes y viennent profiter des rayons du soleil. Ces gros lézards, pourtant végétariens, ont par le passé mis en péril la reproduction des sternes. Les iguanes, pour pouvoir aller brouter de l'herbe qui était de l'autre côté de la plateforme, la traversaient. Et bien évidemment, les sternes, en ayant peur de l'iguane, s'envolaient. Et il y avait les mouettes qui en profitaient justement pour casser les œufs, vu que les œufs étaient laissés sans adulte. Et oui, les mouettes. Autour de la colonie de sternes, certaines attendent un moment d'inattention qui laisserait un œuf sans surveillance. Elles sont même capables de s'attaquer à de tout jeunes poussins. À l'époque, les 3/4 des iguanes ont été rapatriés sur le continent et la surface de la plateforme a été agrandie. Les prédations sur les œufs sont revenues à un niveau raisonnable. Les jours qui suivent l'éclosion, les poussins des sternes restent sous la surveillance étroite d'un des parents. Mais dès qu'ils sont un peu plus grands, de petits groupes se forment, sous la surveillance de quelques adultes. C'est un système de crèche qui permet aux parents de partir tous les deux chercher la nourriture. Ça y est, on en a combien là? 1, 2, 3, 4 poussins là. Après 8 semaines de couvaison, les premiers poussins voient le jour.
Si leur vie se passe bien, ces oisillons dépasseront l'âge de 40 ans. Une des missions des réserves naturelles est d'améliorer la connaissance des espèces animales et végétales qu'elles protègent. Pour permettre une meilleure protection donc de ces espèces, il faut effectivement bien les connaître. Sur les oiseaux marins, par exemple, les domaines vitaux sont très très grands et on les appréhende plutôt mal. On connaît effectivement sur les oiseaux marins, on connaît bien leur zone de reproduction. Par contre, on connaît assez mal leur déplacement après cette période de leur vie. Pour chaque oiseau bagué, des données biométriques sont enregistrées. 81,4. Longueur des ailes, du bec, état du plumage, poids de l'animal, etc. 250. Cette année, c'est 473 oiseaux qui seront ainsi marqués. Les numéros de bague et les données associées sont centralisés au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, plaque incubatrice, oui. Là, ils pourront être consultés par la communauté scientifique. Au mois de juin et juillet, au plus fort de la saison de reproduction, le Grand Connétable accueille environ 50 000 oiseaux. Sur la plateforme, c'est un incessant chassé-croisé entre ceux qui partent en mer et ceux qui ramènent le poisson. Les poussins attendent avec impatience le retour des parents qui remplira leur estomac. Les sternes de Cayenne ne perdent pas de temps. Elles enfournent directement la nourriture dans le gosier de leurs petits. Il faut dire que leurs poussins ne sont pas les seuls à guetter leur retour. À la moindre erreur, la moindre hésitation, les mouettes en corelle se précipitent pour intercepter le poisson. Aussi curieux que cela puisse paraître, dans cette ambiance assourdissante, c'est à l'oreille que les adultes arrivent à repérer leurs petits. Un peu en contrebas, des poussins tombés de la plateforme se sont réunis en crèche. Ces petits ont appris très tôt à mémoriser les cris de leurs parents. Dès qu'ils les reconnaissent, ils y répondent, permettant ainsi d'être localisés. Il ne reste plus qu'à éviter les mouettes. Bien à l'abri, les poussins des naudis grandissent et leur plumage d'adulte apparaît déjà. L'île du Grand Connétable est l'endroit le moins arrosé de Guyane, mais elle n'est pas épargnée par les pluies tropicales.
Les averses du mois de juillet sont les dernières. Bientôt, les pluies cesseront. Plusieurs fois dans la journée, les oiseaux lissent, nettoient et ordonnent leurs plumes tout en étalant une sécrétion huileuse provenant de la glande uropygienne, située sur le croupion. Ce toilettage minutieux garantit une étanchéité du plumage particulièrement importante pour les oiseaux de mer. Là encore, la frégate fait figure d'exception. Sa glande uropygienne est atrophiée et c'est le seul oiseau marin dont le plumage n'est pas imperméable. La frégate passe sa vie au-dessus de l'océan, sans pouvoir ni plonger, ni même se poser sur l'eau. Depuis 3 jours, Olivier Chastel est de retour sur l'île, accompagné de Sophie et de Giacomo, un scientifique italien. TCB. TCB. Cette fois-ci, il est là pour les frégates. Ces prélèvements sanguins sur des adultes doivent permettre de mieux connaître une maladie qui a déjà causé le décès de centaines de jeunes frégates. La maladie est apparue en 2005, en pleine psychose de la grippe aviaire, provoquant l'inquiétude des autorités. Petit retour en arrière. Les scientifiques sont inquiets car la frégate Superbe, une des 6 espèces présentes sur l'île, a vu son taux de mortalité augmenter. Une mission s'est rendue sur place pour tenter de comprendre ce phénomène. Déplumée, affaiblie, avec des croûtes jaunâtres sur la peau, la frégate Superbe est malade. On essaye de faire le plus de prélèvements possible pour essayer d'éliminer petit à petit les différentes interrogations qu'on peut avoir. De toute façon, on ne les mélangera pas, je vais les mettre à part. L'Institut Pasteur de Guyane écarte rapidement tout risque de transmission à l'homme. La maladie qui décime les frégates est un virus de la famille des herpès. Les années suivantes, le virus apparaît régulièrement, comme ici en 2010. L'Institut Pasteur et le CNRS essayent de comprendre les causes de ces épidémies. Les herpès virus, c'est des virus qui sont en général dormants, latents, c'est-à-dire que tous les animaux sont infectés, sont porteurs, mais le virus ne s'exprime pas. Et dans certaines conditions, qui peuvent être des conditions de stress, des conditions de dépression, d'immunodépression, à ce moment-là, c'est un virus qui se réveille, qui se réactive et qui va du coup entraîner tous les symptômes qu'on voit. L'augmentation de l'hormone de stress pourrait être le facteur déclenchant de la maladie. Ces prélèvements permettront de comparer les concentrations de cette hormone chez les poussins malades et ceux en bonne santé. Quant à l'origine du stress, les scientifiques ont une hypothèse. Ça serait un stress alimentaire dû à l'arrêt de la pêcherie crevettière ou en tout cas à la diminution, à une grande diminution du nombre de bateaux de pêche. Depuis une trentaine d'années, les frégates avaient pris l'habitude de se nourrir des rejets de ces chalutiers. Le développement de l'industrie crevettière avait même provoqué un baby-boom chez ces oiseaux. Mais depuis 2005, la pêche crevettière est en crise. Des centaines d'emplois disparaissent et le nombre de bateaux en mer en chute libre. Pour les frégates, c'est la fin de la nourriture facile et le début des épidémies. En 2010, pour la première fois, la maladie régresse chez certains poussins. Ont-ils développé des résistances? Les parents ont-ils trouvé d'autres sources de nourriture? Pour l'instant, les scientifiques n'ont pas de réponse.
Cette année, les prélèvements doivent permettre de vérifier si le virus en sommeil est bien présent chez les adultes. Olivier va également essayer de savoir où les frégates vont chercher la nourriture pour leurs petits. Pour cela, il a posé des GPS ultra légers sur des frégates nourrissant de jeunes poussins. Pendant 3 jours, les données de déplacement de ce mâle ont été enregistrées. Giacomo est le concepteur de ces GPS. Comme tu vois, c'est petite et on l'attache sur le dos de l'oiseau. Et ça nous permet d'enregistrer les mouvements de l'oiseau et ici avec une échelle très bonne. C'est-à-dire on a un point chaque seconde. Et ça nous permet de reconstruire les vols d'oiseaux et de voir exactement ce qu'il a fait. C'est grâce aux données récoltées sur une femelle que nous pouvons vous montrer quelques phases du vol si particuliers des frégates. L'oiseau quitte l'île vers 10 h en direction du nord. Dès le premier jour, cette femelle va prouver que les frégates sont aussi capables de s'aventurer dans des thermiques de forte puissance. Au cours de cette vertigineuse ascension, elle prendra de l'altitude aussi rapidement qu'un avion de ligne. Après 12 minutes, la frégate se trouve à plus de 3200 mètres d'altitude, un record. Elle redescend rapidement et pour la première fois, le GPS indique des altitudes proches du niveau de la mer. Peut-être a-t-elle trouvé à se nourrir. Elle reprend la direction de l'île. Peu avant le coucher du soleil, elle se pose à une 60aine de mètres du nid gardé par le mâle. C'est là qu'elle passe la nuit avant de repartir vers 5 h du matin. Avec leur style de vol économique, les frégates se déplacent rarement à plus de 20 km/h. Mais les détails du vol montrent aussi qu'elles font partie des oiseaux les plus rapides du monde. Ici, la femelle parcourt 900 mètres à une moyenne de 101 km/h. Ailleurs, des pointes à plus de 120 ont été enregistrées. Elle passera sa journée en mer, mais également toute la nuit suivante. Un certain nombre d'oiseaux passent la nuit en mer à des altitudes comprises entre 300 et 400 mètres d'altitude. Ça suggère fortement que les oiseaux seraient peut-être capables d'avoir des épisodes de sommeil lorsqu'ils sont en vol. Donc comment cela est possible d'un point de vue physiologique ou comportemental, ça c'est une autre question que nous allons aborder dans les années qui viennent. Au matin du 3e jour, la femelle atteint les côtes du Brésil, à environ 90 km de l'île. Le tracé GPS de son retour montre une utilisation typique des ascendants thermiques par un planeur. Après une élévation à plus de 2000 mètres, la femelle rejoint son nid. Pour la première fois, une frégate a été équipée d'une caméra. Elle ne pèse que 22 grammes. Pour ce test, seul un vol autour de l'île a pu être enregistré. À l'avenir, des images comme celle-ci permettront de savoir en détail comment les frégates se nourrissent. Si elles continuent à suivre les bateaux, si elles piratent d'autres oiseaux. Sans doute nous réserve-t-elle de nouvelles surprises. Ce matin, c'est un peu la panique chez les sternes. Fin juillet, les derniers œufs ont éclos et avant que les poussins ne quittent l'île, l'équipe de la réserve a prévu d'en baguer 70 en moins de 15 minutes. Le bagage de ces poussins est l'unique moyen de savoir s'ils reviennent se reproduire à l'endroit où ils sont nés.
les études sur les oiseaux nous donnent des informations sur les dérèglements climatiques et leurs conséquences sur les milieux marins. Les oiseaux sont d'excellents indicateurs de la santé des océans. Comme ils sont considérés comme des prédateurs supérieurs, ils sont en bout de chaîne alimentaire et ils subissent ainsi l'ensemble des éventuels dérèglements que cette chaîne peut connaître sur l'un ou l'autre de ses maillons. Depuis le Grenelle de l'environnement, les réserves naturelles doivent servir de zone témoin du réchauffement de la planète. Nous sommes à la mi-septembre. Les sternes et les mouettes ont quitté l'île. C'est à cette époque qu'apparaissent les premiers limicoles. Tournepierres et bécassos sanderling se jouent des vagues pour chercher de petits coquillages découverts à marée basse, ainsi que de minuscules crustacés coincés dans les algues. Ces deux espèces ont en commun de se reproduire tout au nord, au-delà du cercle polaire. La plupart ne sont que de passage en Guyane et continueront plus au sud. Ces deux oiseaux sont parmi les plus grands voyageurs de la planète. Certains parcourent 25 000 km par an. C'est une des dernières fois que ce poussin est nourri par son père. Au bout de 3-4 mois, les mâles cessent de s'occuper de leurs petits. Les femelles continueront à les nourrir, et cela bien après qu'ils aient quitté le nid. Après leur envol, il faudra environ 6 mois avant que ces jeunes frégates soient capables de se nourrir seules. Parfois, ce sont des nuées de bécassos semi-palmés qui convergent vers l'île. Eux aussi se reproduisent en Amérique du Nord, mais c'est presque la totalité de cette espèce qui retrouve chaque année les côtes de Guyane, du Suriname et de l'Amapá. L'île du Grand Connétable ne leur sert que de reposoir lorsque la marée est haute. Dans 2 heures ou 3, ils retourneront vers les vasières de la côte pour faire le plein de nourriture. Pendant 4 mois, les nids des sternes ont empêché l'accès à la plus importante zone de reproduction des frégates. Là, on voit qu'il y a des mâles qui commencent des parades et tout pour avoir une ponte en décembre. Et là, par contre, la majorité des poussins qu'on voit sont des poussins qui sont nés en mai, juin. Sur la colonie elle-même, il y a environ 600 nids en ce moment. Depuis la création de la réserve, les études se sont surtout axées sur les oiseaux. Et le milieu maritime autour du Grand Connétable reste mal connu.
On sait que les jeunes tortues vertes sont nombreuses à venir s'y nourrir, que des adultes s'y accouplent parfois. On sait aussi que ces fonds rocheux abritent un poisson menacé d'extinction, le mérou géant. Donc j'ai ramené des États-Unis un hydrophone. Aujourd'hui, Antoine a rendez-vous avec Céline. Pendant 3 ans, elle va travailler avec la réserve et étudier le mérou géant. Voilà. Elle revient de Floride, où elle vient de passer 1 mois avec des chercheurs américains spécialistes de ce poisson. Donc cet appareil sert spécifiquement à repérer la période de reproduction, parce que les mérous émettent des sons en période de reproduction. Grâce aux hydrophones, Céline espère découvrir en Guyane à quelle période ont lieu ces grands rassemblements, comme celui qu'elle a pu filmer en Floride. Ils sont ici plus d'une centaine de rescapés. Le mérou géant a bien failli disparaître des côtes des États-Unis. Il y est désormais protégé et sa population surveillée de près. Là, tu vois un plongeur qui est muni d'un fusil et qui va installer un tag juste au bout de son fusil et le mettre directement sur le dos du mérou. C'est grâce à ces marques que les scientifiques américains suivent les déplacements des mérous. Une vingtaine de mérous. Le problème pour Céline, c'est qu'en Guyane, pour marquer les mérous, elle devra les sortir de l'eau. Il y a le mérou qui est sous la roche. Les eaux de Guyane sont en effet tellement turbides que ce type de plongée est ici tout simplement impossible. Et c'est sans doute ce qui a sauvé le mérou de Guyane. Ailleurs, partout où les eaux sont claires, la chasse sous-marine a vidé l'Atlantique de ces mérous géants, aussi rapidement que les scientifiques marquent aujourd'hui ceux de Floride. C'est aux îles du Salut que Céline retrouve Christopher Koenig. C'est le chercheur américain qui dirige ses travaux. Avec Jim, acousticien, ces Américains vont aider Céline à adapter leur technique aux conditions particulières rencontrées en Guyane. Les îles du Salut sont connues pour être fréquentées par les mérous géants. Et ils envisagent d'immerger ici des hydrophones pendant toute une saison. Stop, stop, Yeah, it's really dark. It's really dark. The only way you know you're on the bottom is because you feel it. You can't see anything. Cela fait 30 ans que Christopher consacre toute son énergie à sauver le mérou géant. La situation de ce poisson est dramatique. Goliath grouper now is a critically endangered species, which means it's right on the edge of extinction. En Floride, on estime que 95% des mérous géants ont disparu. Et c'est bien pire ailleurs. Cuba, Jamaïque, Haïti et Saint-Domingue, Porto Rico, le mérou géant a totalement disparu. Idem pour les petites Antilles. De l'autre côté de l'Atlantique, sur les côtes d'Afrique, cela fait bien longtemps que l'on n'a plus vu ces mérous. Alors, quand Christopher a fait son premier séjour ici 2 ans plus tôt, l'abondance du mérou a été une surprise. You have a unique situation here where the Goliath grouper population is still fairly healthy. But unless, as fishing increases and unless that research is done, the population will most likely continue to decline. And that's the thing that we don't want to happen here. En Guyane, la première réglementation sur le mérou date de 2010. Seule la pêche d'un mérou est autorisée par bateau de plaisance. Ça donne trop de tête. Yes. Céline sort son premier mérou aux îlets de Rémire, près de Cayenne. Yes, Le poisson est identifié par un tag, puis sera mesuré. 126, il fait... Ainsi, si l'animal est repêché, on pourra connaître sa croissance et savoir s'il s'est déplacé. Petit bébé.
Céline prélève des arêtes dorsales qui permettront d'estimer l'âge du poisson et d'en conserver l'ADN. La méthode peut sembler cruelle, mais les nageoires des poissons repoussent rapidement. Ces opérations doivent durer moins de 5 minutes pour éviter l'asphyxie du poisson. Avant de rejoindre des fonds rocheux comme ici, les jeunes mérous se nourrissent d'abord dans les mangroves. Que des petits. Ces mérous ne sont pas encore en âge de se reproduire. Ils n'atteindront la maturité sexuelle que vers l'âge de 6 ans. Je fais 136. 136. Okay. 70. Dernière journée de pêche pour les Américains. Cette fois dans la réserve de l'île du Grand Connétable, le seul endroit en Guyane où la pêche est interdite. Très vite, les mérous mordent à l'hameçon. À partir d'1,40 m, ce sont des adultes en âge de perpétuer l'espèce. 161. 161. Ah, 161. Jim a une méthode pour savoir de quoi ils se nourrissent. Rassurez-vous, le mérou a l'estomac solide. You can go now. Il avale vivant poisson-chat ou murène. Au cours de son étude, Céline devra en apprendre le plus possible sur ce poisson. Connaître ses déplacements, trouver où il se reproduit, savoir dans quelles mangroves se nourrissent les alevins. Pour la sauvegarde de cette espèce au bord de l'extinction, la Guyane a des atouts indéniables. You have extensive mangrove habitat, extensive all along the coast. And it's healthy, it's clean, there's no heavy industry here. The water pollution, there is no water pollution of any major extent as there is in other countries. And so you have quality habitat and a very low rate of fishing. Une pêche raisonnable pour des poissons peu méfiants. En 2 heures, les 2 bateaux sortiront 20 mérous, essentiellement des reproducteurs. Pour Christopher, c'est d'abord eux qu'il faut préserver. What you want is reproduction to continue. If you kill off the reproductive stock, you lose the production. And the production is what runs the fishery. Une bonne gestion des mérous géants de Guyane pourrait à la fois garantir la survie de l'espèce et à la pêche de continuer. Mais pour cela, une meilleure connaissance des besoins de ces poissons est nécessaire. Retour sur l'île pour le mois le plus sec et le plus chaud de l'année. C'est en octobre que les iguanes sont recensées. Benoît et Jean-François travaillent pour une autre réserve et sont venus aider à la capture des reptiles. Le contrôle de la population des iguanes se modernise. Avec son plastique. De petites puces sont implantées sous leur peau, comme on le fait pour les chiens ou les chats. Lorsque l'iguane sera recapturée, un petit bip suffira pour l'identifier. Les iguanes ne semblent plus perturber la reproduction des sternes. Mais un animal autrement plus dangereux menace désormais les oiseaux de l'île. Tous les 20 mètres, l'équipe dispose des piquets et des tubes de PVC qui resteront ainsi 3 semaines, le temps que l'animal s'habitue à ces objets. Ouais, voilà. Rattus norvegicus est apparu 3 ans plus tôt. Cette année, il s'est mis à pulluler et s'est attaqué aux œufs des mouettes. L'invasion des rats sur une île est maintenant bien connue. On connaît bien les ravages qu'ils peuvent causer, notamment sur des îles qui accueillent des colonies d'oiseaux marins.
Donc ces oiseaux qui sont des animaux naïfs n'ont absolument pas peur de ce prédateur qui peut s'approcher et qui peut effectivement en prédater des centaines sur une année. Il y a certaines îles d'ailleurs qui ont vu la disparition des oiseaux suite à l'invasion des rats. Pas d'autre choix donc que d'éliminer ces rongeurs. Mais pour utiliser des produits toxiques dans une réserve naturelle, Antoine a dû consulter des spécialistes, demander l'avis du conseil scientifique et obtenir l'autorisation du préfet. Il est accompagné d'un professionnel de la dératisation. La lutte contre les rats risque de durer. Qu'une seule femelle pleine survive et dans 2 ans, tout sera recommencé. Pour une fois, ce n'est pas un naturaliste qui débarque sur l'île. Pierre Rostand est un spécialiste de l'archéologie minière. Et des vestiges miniers, on en trouve partout sur l'île. Ici étaient extraits le guano et les roches phosphatées qui étaient exportées en Europe où elles servaient d'engrais. Je pense que c'est un bec de théière. Dortoir, réfectoire, cuisine, réservoir d'eau, four à pain, cet espace était la zone de vie pour la centaine d'ouvriers qui travaillaient ici. Les plateformes de carbet sont soit sur pilotis, soit sur des dalles béton surélevées. Je crois que là-bas, on a quelque chose qui pourrait être une roue de wagonnet. L'exploitation du phosphate a commencé à la fin du 19e siècle. Il faudrait vérifier si c'est bien l'empattement des rails qui sont là-bas. Alors là, il y en a plusieurs sur l'île. Il y en a plusieurs comme ça. C'est manifestement quelque chose d'assez important, vu l'empattement du wagonnet. À côté, il y a une structure avec une cuve dont le rôle est encore un peu énigmatique. Les recherches sur cette période n'en sont qu'à leur début. Mais l'œil d'un spécialiste va révéler des détails passés inaperçus au regard des naturalistes. Là, on a un trou de forêt à la baramine qui servait à mettre une charge a priori de poudre noire pour faire exploser le rocher et récupérer le phosphate. En 30 ans d'exploitation, près de 200 000 mètres cubes de roches ont été évacués. Les oiseaux, bien sûr, ont été priés d'aller se reproduire ailleurs. Ironie du sort, ce sont eux qui ont donné leur valeur aux roches de l'île. C'est le guano des oiseaux qui s'est accumulé avec les années, a réagi avec la roche et a produit des phosphates minéraux. L'exploitation qui s'arrête en 1913 a profondément modifié l'écosystème de l'île. Les frégates mettront une quinzaine d'années à revenir. Les sternes, plus de 50 ans. D'autres ne sont jamais revenus. Avant l'exploitation, donc c'est assez bien documenté. Il y avait des voyages naturalistes qui étaient organisés sur l'île dans les années 1800. Il y avait l'ensemble des espèces qu'on retrouve aujourd'hui, avec en plus le phaéton à bec rouge et le fou brun. Donc ces deux espèces-là, elles ont disparu lors de l'exploitation et ne sont jamais revenues, en tout cas en tant que nicheuses. Avec le temps, l'homme a pris conscience des dégâts que son développement inflige aux autres habitants de la planète. En ce début de XXIe siècle, la quasi-totalité des oiseaux marins naissent dans des espaces protégés. Nous sommes le 18 novembre. Et pour les poussins, ce jour doit sonner comme une libération. Pendant 5 mois, ils sont restés exactement là où ils sont nés, à cause de leurs pattes trop courtes qui les empêchaient de se déplacer.
Au début, maîtriser 2,30 m d'envergure n'est pas facile. Mais les poussins apprennent vite. Et quelques jours plus tard, ils s'amusent déjà à pourchasser leurs aînés. C'est par ces jeux qu'ils apprendront à se nourrir eux-mêmes et à pirater le poisson des autres. Ensuite, ils quitteront l'île où ils sont nés et n'y reviendront pas avant 7 ou 8 ans, quand ils seront en âge de se reproduire.